Oui, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence organisée par le SAF, le syndicat de l'art funéraire, et l'association Empreinte. C'est une présentation du baromètre qui a été fait par le Crédoc Les Français face au deuil. Donc la présentation va vous être faite par Franck Lehudet du Crédoc. Et après, nous avons Sylvestre Olgiati, président du SAF, Muriel Eberhard de Pompes Funèbres Eberhard, et Patrick Franceschini de Empreinte qui vont débattre après sur l'étude que nous aura présentée Franck. Et bien évidemment, en fin de séance, il y aura, si vous avez des questions, et je pense qu'elles seront nombreuses, on sera là pour vous y répondre. Et bien, écoutez, Franck, allez-y, tout de suite, la présentation du baromètre. Merci beaucoup Luc. Bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir visiter ce salon. Merci Sylvestre, merci Patrick pour la confiance que vous nous avez accordée sur ce baromètre cette année sur les Français face au deuil. Donc c'est une enquête qu'on a réalisée déjà à 3 reprises. C'était la 4e édition cette fois-ci. Elle a eu lieu donc au mois de juin. Le terrain a eu lieu au mois de juin. Il y a eu plus de 3000 individus qui ont répondu à cette enquête et on est sur un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans ou plus en France métropolitaine. Donc voilà quelques éléments juste pour vous cadrer en fait. Alors on a, d'accord, hop, qui a répondu à cette enquête. Donc ce que je voudrais d'abord commencer, c'est quand on parle du deuil, de quoi parle-t-on et donc quand on interroge les Français de manière ouverte en leur disant dites-moi les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque je vous dis deuil, vous voyez ce qui vient nécessairement et ce qui domine largement, c'est la mort, la tristesse, le sentiment de perte, les pleurs. Donc il y a une dimension très très forte sur les émotions qu'on ressent face à un deuil. Ce qui est légitime et normal, bien entendu. Un deuil, on va le voir après dans le reste de la présentation,
ça affecte la personne qui en parle et ça peut l'affecter même sur une durée assez longue et avec des conséquences assez fortes. Ce qui, par contre, est peu présente, et ça c'est, je dirais, peut-être une surprise, c'est le processus de deuil en soi. C'est-à-dire le fait que on ait l'acceptation du fait que la personne soit décédée, qu'on se projette dans l'avenir. Il y a quelques mots qui portent là-dessus, qui concernent d'ailleurs plus les 25-44 ans que les plus âgés ou les plus jeunes. Mais sur les autres, mais quand même, c'est très très peu présent. Vous voyez, ça ne ressort pas fortement dans dans ce nuage de mots que je vous ai présenté. Alors, le deuil, c'est un phénomène universel. On a tous été à un moment ou l'autre concernés par un deuil d'une personne que l'on connaissait et qui parfois, bien sûr, a été une personne proche affectivement dans sa famille ou dans ses amis. Et là, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que les personnes qui ont été interrogées nous disent qu'à 89%, ils ont vécu un décès qui les a particulièrement affectés au cours de leur vie. Donc c'est un élément qui est en légère croissance par rapport à la première enquête qu'on a fait en 2016. Ça s'explique par le fait que la population française vieillissant, on a une croissance du nombre de décès entre 2016 et 2024. Il y a eu 50 000 décès en plus. On est à 646 000 décès en 2024. Donc nécessairement, la proportion d'individus concernés par un décès et qui du coup peut être concerné par un deuil qui est complexe, augmente aussi dans la population. Le deuxième élément que je voudrais mettre en avant, c'est que ce deuil peut s'inscrire dans la durée. Parmi ces 89 individus, il y en a 46% qui nous disent que ce deuil dont on va parler là, dont on va suivre en fait toutes les conséquences dans les questions qu'on leur a posées, c'est un deuil qu'ils ont choisi eux-mêmes et qui, du coup, est arrivé, est survenu il y a plus de 5 ans. Donc on n'est pas nécessairement sur la première année du deuil, la deuxième année du deuil, on est sur des deuils qui ont affecté la personne. Pour la moitié d'entre eux, il y a plus de 5 ans. Donc il y a deux éléments qui sont importants par rapport à un deuil qui va être considéré comme affectant la personne, c'est l'importance du lien avec le défunt, bien entendu. Lorsque on a des liens familiaux avec, on va plus souvent être affecté par le décès. Donc 90% des personnes ODI citent un décès d'un membre de leur famille. 42% nous disent que ce sont des personnes qu'ils ont aidées. Donc on voit la question de la fin de vie qui arrive, la question de la dépendance qui arrive et qui du coup, le fait d'être là présente pour accompagner la personne dans son quotidien amène plus souvent à ensuite, lorsque la personne décède, on a tissé un lien qui était un lien de proximité affective et donc nécessairement c'est plus difficile de faire son deuil. La deuxième dimension, ce sont les circonstances du décès. Si on est sur des circonstances qui sont hors de l'ordre des choses, c'est plus compliqué de faire son deuil. Si la personne donc est décédée avant ses 70 ans, c'est plus compliqué de faire son deuil. Si la personne est décédée d'une maladie type le cancer, si le décès a été réalisé en fait au domicile, est arrivé au domicile et pas à l'hôpital, ce sont des éléments qui sont plus compliqués pour réaliser son deuil, ou qui en tout cas amènent à affecter plus la personne. Alors, autre élément que je voulais partager avec vous, c'est le fait que ce deuil, il va être dans la durée, il va s'inscrire dans la durée. Vous voyez que 56% des personnes ayant vécu un décès qui les a particulièrement affectés s'estiment toujours en deuil aujourd'hui. Rappelez-vous que pour la moitié d'entre eux, on est sur un deuil qui a plus de 5 ans. Donc on est sur quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est pour ceux qui ont parlé d'un décès d'il y a plus de 5 ans.
37% des gens nous disent qu'ils s'estiment toujours en deuil actuellement. Il y a même 34% de l'ensemble des personnes qu'on a interrogées qui nous disent moi je pense que le deuil ne prendra jamais fin. Quand le décès est arrivé, on rentre dans une autre période de sa vie et on vivra avec, mais le décès sera toujours là, le souvenir de la personne sera toujours là. Et donc, pour un tiers de la population, le deuil ne prendra jamais fin. Dans cette question du deuil qui dure, on a voulu cette année interroger sur des deuils qui pourraient être susceptibles d'amener des souffrances sur la durée. Et donc, du coup, ce trouble de deuil prolongé, il est interrogé au niveau international. Ce sont des Américains au départ qui ont cherché à le caractériser. Il y a pas mal de pays dans le monde qui ont aujourd'hui mesuré ce trouble de deuil prolongé. En France, on ne l'avait pas fait encore. Et on arrive donc à 11% des endeuillés qui sont susceptibles de souffrir d'un trouble de deuil prolongé, c'est-à-dire un deuil qui correspond à un décès qui est arrivé il y a plus d'1 an, pour lequel en fait l'impact négatif reste fort et persistant sur au moins un domaine de la vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie sociale, la santé. Il y a au moins une des dimensions sur lesquelles on a une dimension, des éléments négatifs au moins un an après le décès de la personne. Alors ce risque, il est plus répandu lorsque on a un lien étroit avec le défunt, donc on revient sur quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, mais là vous voyez, lorsque on parle d'un décès qui est associé à un conjoint ou un enfant, c'est 22% de la population qui peut se retrouver dans ce risque de trouble de deuil prolongé. Lorsque on a des circonstances du décès aussi qui sont, je dirais, moins hors de l'habitude, et bien là on a lors d'un accident, par exemple, 15% des personnes qui nous disent que oui, il y a eu des conséquences et il y a toujours des conséquences négatives aujourd'hui, 1 an après le décès au minimum de la personne. Alors, quelles peuvent être ces conséquences ? Je dirais qu'il y a 3 niveaux dedans. Le premier, c'est la question de la souffrance profonde. Donc, c'est la ligne du haut, avec 85% de gens qui disent souffrir de solitude. 91% qui disent que souffrir d'un manque profond par rapport à la personne qui a disparu. 88% qui nous parlent de douleur émotionnelle. Donc là, il y a des questions aussi qui arrivent sur la culpabilité. J'ai pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir sauver la personne, pour pouvoir lui dire tout ce que j'avais à lui dire avant qu'elle ne décède. La deuxième ligne, elle porte plus sur un sentiment de distance émotionnelle par rapport au quotidien. Donc je vais trouver que ma vie aujourd'hui a moins de sens, qu'elle a perdu du sens depuis que la personne est décédée. Je vais continuer à avoir des difficultés à croire au décès de la personne. Je vais me sentir détaché, engourdi du quotidien en me disant mais quel est l'intérêt de faire ça? Après tout, c'est pas nécessaire. Je prends beaucoup de recul, je me referme un peu sur moi-même. J'ai des difficultés à me réengager dans ma vie professionnelle, réengager dans ma vie sociale. Donc ça, c'est la dimension du milieu. Puis il y a celle d'en bas qui, elle, concerne le quotidien. Donc j'évite de me souvenir du défunt parce que ça fait trop mal. J'ai de la confusion dans la place dans ma vie aujourd'hui. Je vais au travail, je vais pas au travail, je vais à une réunion familiale le dimanche pour aller déjeuner chez des amis ou dans de la famille. Ben non, du coup, je sais plus ce que je dois faire. J'ai du mal à agir au quotidien. Parmi donc ces décès qui sont plus compliqués, qui amènent un deuil plus compliqué, on s'est aperçu qu'il y avait un lien, alors qui n'est pas le seul bien entendu, mais qui existe entre le type d'obsèques et donc notamment s'il y a une crémation, on voit qu'il y a un lien qui amène à ce que le deuil soit plus compliqué lorsqu'il y a une crémation. Alors tout d'abord, les crémations qui vont amener un deuil plus compliqué sont celles qui amènent à ce qu'il y ait une dispersion en pleine nature. Donc c'est pas
la majorité des crémations, c'est 20% des individus qui ont connu une crémation avec dispersion dans la nature qui disent avoir un deuil compliqué. Donc, en tout cas, il faut l'avoir en tête. C'est dans ce cadre-là que le deuil devient plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui est compliqué dans ce deuil? Vous voyez, pour la moitié des gens qui ont connu une crémation avec dispersion dans la nature, c'est la façon d'entretenir le souvenir de la personne décédée. Il manque un lieu qui incarne en fait ce souvenir, et le fait d'aller dans la nature, on ne sait pas nécessairement où c'est, le lieu a pu changer parce qu'il y a eu des constructions, des modifications du lieu, ça pose problème, et ça pose problème aussi dans le cheminement vers le deuil, donc pour aussi un peu plus de la moitié de la population. Pourtant, et ça c'est un résultat qu'on voit régulièrement dans les enquêtes qu'on peut faire pour le syndicat, les choix qui ont été faits en faveur de cette dispersion dans la nature sont des choix qui sont souvent faits par la personne. Et donc, moi, en tant que personne qui reste vivante, je n'ai pas le droit de changer ces choix-là. Si la personne a décidé qu'il y aura une crémation avec donc dispersion des cendres dans la nature, eh bien, je me dois de respecter ces volontés. Et donc, même parmi les gens qui estiment que c'est compliqué, du coup, on va quand même continuer à réaliser cette dispersion. Alors, quelles conséquences de ces deuils complexes? Deux dimensions que je vais mettre en avant, la dimension santé, vie sociale et la dimension professionnelle. Sur la dimension santé, vie sociale, les cas les plus graves, ce sont des gens qui contractent une maladie ou qui voient leur maladie s'aggraver suite au décès. Donc 10% des individus interrogés nous ont dit que c'était le cas. Alors on a voulu s'assurer quand même que ce n'était pas que du déclaratif et que derrière il y avait un diagnostic médical qui avait été établi. Et vous voyez, 84% de ces gens, donc 8% en tout de la population, 8 à 9%, nous disent que oui, la maladie s'est aggravée ou ils ont contracté une maladie suite au décès et ça a été diagnostiqué médicalement. Les populations qui sont les plus concernées sont celles qui ont vécu un décès hors du commun, donc un décès après suicide, un décès qui affecte fortement l'affectif avec les gens, quand c'est un petit enfant, quand c'est un enfant, quand c'est un conjoint. Si je prends un peu plus de hauteur et je ressors de ces cas qui sont très très forts, avec aggravation d'une maladie ou création d'une maladie nouvelle, on voit qu'il y a des consommations à risque qui se mettent en place et qui vont être plus le cas des jeunes. Donc je vais augmenter ma consommation de nourriture. Là, on est sur 57% de la population qui le fait. Je vais augmenter ma consommation de médicaments, ma consommation d'alcool, ma consommation de tabac. La prochaine fois, si on fait l'enquête, on mettra les drogues. Je pense qu'il peut être intéressant de poser cette question-là. On voit là des comportements qui sont des comportements d'évitement pour sortir un peu du quotidien qui est vécu comme complexe. Et ces pratiques-là l'illustrent. Après, on a donc près de 4 personnes endeuillées sur 10 qui vont nous dire que les difficultés qu'ils vont rencontrer sont du domaine d'épisodes dépressifs, sont des domaines de l'angoisse suite au décès. Donc avec 1 sur 5 qui va nous dire qu'elles ont eu des pensées suicidaires. Donc là, on est sur quelque chose qui est aussi conséquent. On est sur au moins 4 personnes sur 10 qui se retrouvent avec des difficultés de type épisode dépressif. Ça va toucher plus souvent les personnes qui ont été touchées par un décès lorsqu'elles étaient jeunes et plus souvent celles pour lesquelles il y a un lien émotionnel important avec la personne. Autre élément à mettre en avant sur cette question donc là du coup de la vie sociale, c'est le fait que pour la moitié des personnes ayant connu un décès qui les a particulièrement affectées, eh bien il y a une question d'isolement à un moment. On a vu qu'il y avait une sorte de difficulté à se réintégrer dans la vie, à se reprojeter dans la vie, et du coup il y a une sorte d'isolement qui peut se créer auprès de ces personnes-là. Il y a même 1/3
tiers qui estime avoir coupé de nombreux liens avec ses proches. Notez là qu'on touche aussi des populations qui sont plus vulnérables sur ces questions de vie sociale à travers les familles monoparentales qui, déjà sans décès, sans deuil, sont plus en difficulté à avoir un lien dans le social avec les autres et qui là du coup se retrouvent encore plus dans cette situation-là lorsqu'il y a un deuil. Dernier élément sur cette vie sociale, eh bien 13% ont pu avoir besoin de déménager suite au décès. On est sur une proportion qui est identique à celle qu'on avait en 2019. On retrouve ces populations fragiles, les familles monoparentales, et on retrouve un groupe dont on va parler dans la partie vie professionnelle, qui sont les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise qui peuvent être touchés dans leur deuil à la fois sur l'affectif, mais aussi sur l'activité qu'ils peuvent avoir parce que pour un certain nombre d'entre eux, l'activité, ils la faisaient avec la personne qui est décédée et ça déstabilise beaucoup. La raison principale pour donc déménager, c'est moins une question liée à j'ai pas les moyens de rester à l'endroit où je suis que je ne veux pas rester à cet endroit-là parce que cet endroit-là me rappelle trop la personne. Dernier élément de ma présentation de ce matin, les conséquences sur la vie professionnelle. Alors, elles sont nombreuses, ces conséquences, et elles sont en forte augmentation par rapport à 2019. Vous voyez que du mal à se concentrer sur le travail, on est à 62% des actifs qui nous le citent. Cette année, on était à 39% en 2019. Avoir s'être senti ralenti dans son travail, 56%. Avoir vécu un épuisement professionnel, 36%. Tout est en augmentation. Avoir subi des pertes de revenus, 21%. Alors ça nous a interrogé. Pourquoi une telle différence alors que sur le reste, les indicateurs étaient plutôt stables? À mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est que on a aujourd'hui, quand on a fait l'enquête, on a une inquiétude sur l'avenir professionnel. On a une implication qu'on demande aux salariés ou aux actifs qui est plus forte dans leur travail. Et donc nécessairement, quand on est un peu déstabilisé par un deuil ou qu'on est déstabilisé par un deuil, du coup c'est plus compliqué d'avoir cette implication-là. Et donc on se retrouve à se dire je suis en difficulté parce que l'exigence en fait dans l'entreprise est plus forte. La deuxième, et là je reviens à Patrick et à Empreinte, c'est que le débat a été mis sur la place publique. Et donc du coup il y a des choses qu'on ne disait pas il y a sans doute 5 ans, qu'on dit aujourd'hui, en disant oui, j'ai des difficultés au niveau du travail suite à un décès. Et ça, c'est le travail de votre association et puis de toutes les associations qui peuvent travailler sur ce domaine. Autre élément, quand il y a un décès, on a le droit de s'absenter quelque temps. 8 Français sur 10, après un décès, se sont absentés de leur travail. Ceci dit, vous voyez que là, il y a encore une amélioration à faire, puisque pour près de 2 tiers d'entre eux, entre 60% et 2 tiers d'entre eux, on n'a pas eu l'information du nombre de jours exacts qu'on pouvait prendre lors de cet arrêt. Et puis donc quelques dernières données sur cette étude. Du coup, on n'a pas eu l'information sur le nombre de congés, mais il y a 3 ou 4 types de décès sur lesquels on estime que les congés aujourd'hui ne sont pas suffisants. Vous voyez que lorsqu'on a un enfant de moins de 25 ans qui décède, on estime que 22 jours, ce n'est pas suffisant. Lorsque on a un conjoint, un père, une mère, un beau-père ou une belle-mère, on aimerait avoir plus parce qu'on s'implique dans les obsèques, mais on a aussi besoin de retrouver l'envie de vivre, de faire son deuil, et donc on a besoin de plus de temps. On a 3 jours aujourd'hui, il en faudrait plutôt 17. Il y a un écart qui est important. Les enfants de plus de 25 ans, ils devraient être soumis à la même enseigne que ceux de moins de 25. On estime qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de temps dessus. Et puis sur les petits-enfants, les grands-parents, eux, aujourd'hui, n'ont aucun droit à des congés. Or, en fait, ils sont partie prenante également au moment du décès, donc ils souhaiteraient avoir des jours.
Dernier élément sur le travail, il y a quand même un certain nombre d'individus qui se retrouvent donc à s'absenter longtemps. Je vous ai dit 80% des gens se sont absentés à un moment, mais 25% se sont absentés sur une durée supérieure à une semaine. Et puis, il y a donc 12% qui ont dû quitter leur travail en raison du décès. Là, on voit plus la situation des jeunes. Donc, c'est aussi lié au fait que les jeunes sont moins insérés avec un CDI dans une entreprise. Donc, du coup, il y a un moment où, lorsque ils sont en CDD, lorsqu'ils sont en intérim, et du coup ils arrêtent leur intérim et donc c'est plus eux qui sont concernés. Vous voyez que les familles monoparentales, déjà plus vulnérables en matière économique, se retrouvent également plus vulnérables sur cette question de devoir quitter leur travail en raison du décès. Et enfin, parce que nous sommes au salon de l'art funéraire, parce qu'on a des entreprises de pompes funèbres qui sont ici présentes et qui sont vos clients, on a voulu dans l'enquête poser un certain nombre de questions sur qui était utile et est-ce que cette aide était adaptée. Donc en bas, vous avez l'adaptation de l'aide et sur l'ordonnée, vous avez l'utilité de cette aide. Donc premier élément, vous voyez qu'on commence à 2 à chacun. Donc il n'y a aucune des aides qui sont apportées qui sont estimées comme inadaptées et inutile, sinon on sera à 0. Donc premier élément. Deuxième élément, c'est bien sûr la famille, les amis qui vont être considérés comme les apportant l'aide la plus utile et la plus adaptée. Mais les collègues arrivent quand même juste après. Et puis en premier, avant l'ensemble des autres institutions, on a les entreprises de pompes funèbres qui ont un rôle à jouer et qui sont reconnue comme apportant une aide qui est importante et conséquente. Et quelle est cette aide du coup? Vous la voyez ici. Il y en a donc un grand nombre qui concerne à peu près la moitié des individus qui ont répondu, avec le fait d'informer sur les démarches administratives, c'est des choses très concrètes, d'avoir une expertise sur la prise en charge du corps et l'organisation des obsèques, ça libère les personnes d'un moment où ils ont besoin de se concentrer aussi sur la dimension affective, sur le deuil, et ça aide aux démarches administratives pour les 3 principales. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation et je vous remercie. Franck, merci beaucoup pour cette présentation qui est toujours passionnante. Et donc, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut retrouver cette étude? La réponse est oui. Vous pouvez la retrouver sur le site du Credoc, sur le site d'Empreinte et sur le site du SAF. Mais pour aller sur le SAF, c'est le plus facile parce que dans le guide de visite, on a notre page SAF, il y a un QR code et vous pourrez télécharger l'enquête intégrale qui est beaucoup plus longue que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Alors, on va peut-être commencer par quelques petites questions. Je commençais par Patrick. Je suis désolé, j'ai écorché votre nom tout à l'heure. Voilà. Pas de souci. Donc, Patrick, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Empreinte et surtout, pourquoi cette étude? Alors, Empreinte, bonjour à toutes et tous, tout d'abord, et merci au SAF pour cette invitation. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Empreinte, c'est une association à vocation nationale qui a bientôt 30 ans, qui a été fondée par un psychiatre, Michel Anus, avec, j'allais dire, 3 piliers. Aider les personnes endeuillées, les accompagner. On accompagne les personnes endeuillées via une ligne d'écoute nationale. On reçoit aussi les personnes endeuillées, que ce soit en individuel ou en collectif. Quand je dis on reçoit, c'est les psychologues de notre association. Et on a aussi une mission de formation, c'est-à-dire qu'on forme les professionnels qui sont en première ligne, que ce soit dans les entreprises, il y a des vrais besoins, mais aussi dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans des lieux où cela ne va pas forcément de soi, on ne pense pas forcément, mais dans des prisons ou dans les lieux où on reçoit des jeunes sous protection judiciaire de la jeunesse. Et la 3e mission d'Empreinte, et on vient directement au sujet qui nous relie tous aujourd'hui, c'est, j'allais dire, d'alerter, de mobiliser, d'alerter la société civile et nos politiques sur les enjeux liés au deuil. Alors, c'est la 4e collaboration avec le SAF et le Credoc, on s'en réjouit. Pourquoi on souhaite effectivement qu'il y ait un baromètre autour de la question du deuil? J'allais dire, c'est pour rendre visible un sujet qui ne l'est souvent pas, qui est souvent invisibilisé, à savoir le deuil. La mort, le deuil, c'est
encore, pour un certain grand nombre de nos concitoyens, un sujet tabou. Et l'idée, c'est de donner à voir la perception de nos concitoyens sur la question du deuil et de pouvoir aussi s'appuyer sur des données factuelles pour développer un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, auprès des législateurs pour faire avancer la loi sur ces questions-là. Donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité une nouvelle fois réaliser ce baromètre qui est précieux en termes d'enseignement. Merci. Sylvestre, en tant que président du SAF, pourquoi participer à cette étude? C'est dans l'ADN du SAF de faire ce genre d'études? Bien, le SAF, syndicat de l'art funéraire, regroupe l'ensemble des fournisseurs de la filière funéraire. Alors effectivement, on pourrait considérer que notre périmètre s'arrête aux opérations funéraires et jusqu'aux obsèques et pas plus loin. Mais en fait, on est dans une société aujourd'hui où le deuil est important. Le deuil, on l'a vu avec tout l'exposé de Franck, hein, le deuil a des répercussions très importantes. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus couper les choses en deux et se dire qu'il y a une partie qui concerne les obsèques et qui s'arrête au moment de la dernière cérémonie, et puis que tout ce qui suit et tout ce qui concerne le deuil et dans ses prolongements, et Dieu sait qu'il dure longtemps, c'est une autre planète et c'est coupé de l'accompagnement et en tout cas de ce que font les pompes funèbres. Donc effectivement, aujourd'hui, il est de notre mission, parmi nos missions de documentation sur le funéraire, hein, qui sont dans les missions du SAF, de mieux documenter la filière et ses répercussions et toutes ses composantes. Eh bien, on a décidé d'aller effectivement étudier jusqu'au deuil et ses conséquences, parce que beaucoup de choses se jouent sur le long terme, mais beaucoup de choses se jouent aussi dans les premiers jours, hein, et ça, c'est le domaine des pompes funèbres. Très bien. Alors Franck, je vais être un peu cruel, je vais vous demander, parce que l'étude est méga dense, mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme renseignement très rapidement, en quelques mots? Je sais que c'est dur. Alors je vais vous faire 30 minutes d'intervention. Moi, ce qui m'a frappé sur cette enquête, c'est qu'il y avait plein de choses qui étaient stables. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des dimensions qui changent en fonction de la conjoncture, en fonction de l'actualité. Ça nous touche dans le plus profond d'entre nous, ce deuil. Et donc, du coup, qu'on soit en 2016 ou qu'on soit en 2025, eh bien, il y a une stabilité des résultats et il y a énormément d'individus qui sont touchés par le deuil. Et là, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est de regarder qui pouvait être touché de manière très 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 forte sur une longue durée, avec des difficultés qui étaient fortement ancrées dans le quotidien. Et le 11% d'individus qu'on trouve potentiellement donc concernés par un trouble de deuil prolongé, c'est un résultat qu'on ne connaissait pas en France, qui existait dans d'autres pays mais pas en France. Et là, on peut se dire que sur ces populations-là, il y a une vraie nécessité d'accompagnement qu'elles n'ont pas trouvé, en tout cas suffisamment aujourd'hui, pour pouvoir régler leurs difficultés et pouvoir continuer à vivre, se prolonger dans la vie et le quotidien. Merci pour la concision. Alors Muriel, vous êtes pompe funèbre, donc vous êtes en contact direct tous les jours avec des gens en deuil. Et vous, c'est quoi votre point de vue sur cette étude? Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à Sylvestre de m'avoir fait confiance et de m'avoir sollicité pour cette table ronde. Et effectivement, je remercie aussi le SAF pour le lancement de cette étude qui nous permet à tous de prendre conscience de l'évolution du marché, de l'évolution des attentes des familles lors d'un deuil. Même si en tant que professionnels, nous sommes formés à la psychologie du deuil, cette étude que j'ai rencontrée et découverte la première fois lors des assises au mois d'octobre organisées par Empreinte, et au deuxième temps à la lecture de cette présentation pour préparer cette table ronde, il m'a fallu quand même un temps de recul, un temps de digestion, parce que les mots employés par les sondés sont forts. Ils renvoient effectivement à la tristesse, ils renvoient à la perte, ils renvoient à la souffrance. Et on se rend bien compte que les obsèques, elles, effectivement, elles sont sur un temps défini. Elles sont sur un temps T qui est programmé
pour chacun, alors que le deuil, il est plus long. Le deuil, lui, il diffère pour chacun. D'ailleurs, l'enquête le montre, un tiers des sondés restent en deuil au-delà de 5 ans. Nous rencontrons chaque jour, comme vous venez de le dire, des familles endeuillées, avec des histoires de vie différentes. La perte et la cause est aussi différente, de par l'âge, la maladie, un accident, un suicide. Et nous devons, en tant que professionnels, nous adapter. Il arrive effectivement qu'on rencontre une famille à 2-3 reprises. Parce que lors du premier rendez-vous, pour eux, ce n'est pas le moment du choix. Et c'est compliqué de faire des choix entre un soin, entre une toilette, entre une inhumation, entre une dispersion. Dans ce moment-là, notre rôle de professionnel n'est pas de décider à leur place, mais c'est surtout, on doit être à l'écoute, on doit les accompagner dans les démarches administratives et on doit les conseiller sur les choix qui s'offrent à eux. Il est donc important, dès cette première rencontre, de donner du sens aux familles endeuillées, afin qu'elles soient actrices de leurs obsèques, actrices de leur deuil, actrices dans l'organisation, dans la création d'un hommage, les hommages personnalisés, les cérémonies civiles, par la prise de parole, le choix de musique, la création d'un diaporama ou encore lors du dernier geste. Pour moi, la préparation, c'est un moment clé. Et effectivement, la création d'un diaporama peut être un moment de se retrouver en famille, peut être un moment de le réaliser seul et de passer par plusieurs émotions, par des souvenirs, de la tristesse, par de la joie, par des pleurs, par des fous rires. Et c'est là que pour moi commence le travail de deuil. Merci. Alors Patrick, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une mission de plaidoyer. Et donc, suite à cette étude, c'est pas un mystère, vous allez sortir un livre blanc. Donc, il est en cours de rédaction, donc vous n'allez pas nous le fournir, mais vous avez quand même, je pense, déjà quelques pistes de réflexion là-dessus. Tout à fait. Donc, on va élaborer et produire un livre blanc qui devrait sortir début avril 2026. Le précédent livre blanc était dédié à la question du deuil au travail, en résonance avec nos précédentes assises. Et là, effectivement, on travaille sur des propositions, alors quelques idées sur lesquelles déjà qu'on peut partager avec vous. On estime que là, il serait nécessaire de réaliser chaque année une campagne d'information sur la question du deuil pour sensibiliser effectivement la population, les pouvoirs publics, les informer de leurs droits, des possibilités qui s'ouvrent aux familles. Souvent, en fait, quand on est endeuillé, on n'a pas forcément... Enfin, on est dans un état particulier. On ne pense pas à des appuis, à des relais, que sont par exemple le secteur associatif. Et puis aussi, cette campagne d'information, on pense qu'elle est nécessaire parce qu'on estime que ce qui serait bien aussi de faire évoluer la représentation des professionnels du funéraire. Et j'écoutais avec attention ce que disait Muriel. Et effectivement, les professionnels du funéraire, ils ont une mission d'accompagnement aussi. J'allais dire une mission un peu sociale. On cloisonne souvent les soignants et les professionnels du funéraire. C'est-à-dire les soignants lorsque les personnes sont encore vivantes et les professionnels du funéraire. Mais c'est tout un écosystème et on travaille tous dans la même direction. Et je crois qu'il y a un vrai travail pour faire évoluer les représentations. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ce serait, à l'image de ce qui se fait pour le Téléthon, de proposer un grand moment caritatif pour lever des fonds. La plupart de l'écosystème du deuil, je ne parle pas contrainte, vit avec des fonds privés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une époque de rationalisation des finances publiques. Et là, on a besoin d'accompagner les familles. Et pour cela, on a besoin de fonds. Et je pense qu'aussi, un tel moment permettrait de donner un éclairage sur la question du deuil. Et enfin, le troisième sujet sur lequel on aimerait que les choses avancent, c'est que le respect des volontés des endeuillés soit pris en compte. Et j'allais dire, à l'heure du numérique, se pose un certain nombre de questions. Que faire, par exemple, de vos comptes Instagram, de vos comptes Facebook, j'en passe et des meilleurs. Et peut-être à la manière de ce qui peut se faire dans d'autres pays,
avoir une espèce de coffre-fort électronique et où les volontés des défunts seraient prises en compte. Et là, je pense qu'on a un vrai travail à mener avec les professionnels du funéraire, à qui j'aimerais rendre hommage. Voilà, c'est une profession souvent invisibilisée, mais j'allais dire vous, parce que je crois qu'il y a beaucoup de professionnels funéraires dans la salle. Vous faites vraiment un travail d'utilité sociale et je pense on doit vous rendre hommage. Voilà. Bah, merci beaucoup. Donc on a pris rendez-vous pour avril, donc c'est ça. Puis on se verra avec les professionnels du funéraire. Nous, on est là pour en discuter. Et je pense que Muriel sera présente. Alors, moi, j'avais une question, Sylvestre, parce que dans l'étude, il y a une slide qui est assez interpellante, qui indique que plus de la moitié des individus qui ont assisté à une dispersion des cendres en pleine nature ont des problèmes sur leur vécu du deuil. Bah, je sais pas, ça t'étonne. Est-ce que tu es aussi interpellé que moi? Ben, ça étonne, en tout cas ça répond à notre curiosité. On a voulu enrichir les questions du Credoc cette année avec des nouvelles questions. Et on a ce domaine un peu inconnu. Le cimetière, on connaît, on sait ce qui se passe dans un cimetière. Et donc effectivement, les opérations funéraires et d'obsèques dont la finalité est le cimetière, ça on maîtrise et la filière voit bien ce qui se passe. Par contre, à partir du moment où on a une dispersion en pleine nature, ben, on est dans une sorte de no man's land, hein, des rites. Et on a des rites forcément qui sont à ce moment-là laïques ou en tout cas non formalisés, quelquefois improvisés. Et on avait cette curiosité de savoir mais quelle est l'influence sur le vécu du deuil par les gens qui justement vont dans ces nouvelles pratiques d'une dispersion en pleine nature. Alors au final, non, moi personnellement ça ne m'étonne pas trop parce qu'effectivement on sait que dans le vécu du deuil, d'avoir des rites, des rituels posés, identifiés, auxquels on se raccroche, ça permet de structurer la démarche et les étapes du deuil. Vous savez, moi personnellement, je suis créateur de plaques funéraires et graveur sur pierre, et on sait l'importance des messages gravés dans la pierre par les endeuillés. À partir du moment où on grave quelque chose dans la pierre, on sait que ça va durer longtemps, et c'est une des étapes du deuil et un geste qui peut être thérapeutique. Dans la dispersion en pleine nature, justement, on a cette difficulté du vécu, et peut-être justement parce que les familles sont un peu livrées à elles-mêmes, mais n'ont pas encore de rituels auxquels se raccrocher et avec lesquels structurer cette démarche importante de ce dernier adieu à ce qu'il reste des cendres du défunt. Justement, Muriel, vous, en tant que professionnel des pompes funèbres, vous avez un point de vue sur cette question ? Effectivement, je trouve qu'en tant que professionnel, il est pertinent que l'on prenne en compte que la dispersion des cendres n'est pas neutre. Parce qu'il y a toutes les questions du quand, comment, qui. Et nous devons être source de conseils. Dans la psychologie du deuil, il est important que dans les salons funéraires, l'urne soit présente pour que les familles, pour que notre cerveau avance sur ce travail de deuil. Il n'est pas neutre d'avoir une urne entre les mains. Il n'est pas neutre de la recevoir de par son poids. Il n'est pas neutre de procéder à la dispersion des cendres de son proche, et même des fois, il n'est pas neutre de la recevoir tiède. L'étude le montre, 20% des dispersions, il y a 20% de dispersion en pleine nature. Et il est aussi ressorti que la dispersion en pleine nature, elle complique la progression du deuil. Alors, notre devoir de conseil en tant que professionnel est-il suffisant? Faut-il encadrer mieux la dispersion en pleine nature? Est-ce que les familles peuvent-elles faire ça seules? Je n'ai pas les réponses à ces questions, mais effectivement, je vous invite à vous interroger. Ce qui m'amène à me les poser, c'est que souvent, on entend qu'après une dispersion, les familles, et c'est bien plus de 50% si ce n'est pas 90%, il ne nous reste plus rien après la dispersion. Oui, merci Muriel pour ce témoignage. Et Franck, ce qui est paradoxal, c'est que les gens disent que c'est traumatisant, mais si c'était à refaire, ils referaient. Donc vous avez une explication, enfin vous l'avez un peu amorcé tout à l'heure, mais... Oui, alors c'est
clairement, on est dans ce qu'on appelle en sociologie l'individualisation. C'est un phénomène qui est long et qui existe depuis, je dirais, le XVIIIe siècle. On est passé de plus en plus à tenir compte de l'individu et des souhaits de l'individu quand il est vivant, mais aussi, du coup, quand il décède. Et on a de plus en plus, on le voit dans une autre enquête qu'on réalise pour le SAF, une augmentation de la proportion d'individus qui laissent des volontés pour après le décès. Et dans notre société, il n'est pas pensable qu'on ne respecte pas ces volontés. Donc du coup, ça amène à ce que la personne puisse se dire, bah, pour moi, c'est plus difficile à vivre, mais comme la personne qui est décédé souhaitait ça, je vais le faire et je ne mets pas en avant, j'irais, l'intérêt du groupe qui reste vivant, je mets en avant ce que souhaitait la personne qui est décédée. Merci. Alors, Patrick, on a aussi beaucoup parlé de ces situations de deuil prolongé. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Si on a une solution, d'ailleurs. Alors, en préambule, effectivement, je souhaitais dire qu'il y avait eu un intérêt très très fort sur la question du deuil prolongé lorsque l'étude est sortie, notamment des médias. Alors, quelques éléments sur la question du deuil prolongé. C'est un concept relativement récent, donc on a peu de recul et on a peu de cas qui ont été observés. La question du deuil prolongé, elle fait suite aux travaux et aux questionnaires. Alors, je ne vais pas jargonner, PG13, qui a été élaboré par Oli Pregerson, qui est un professeur en gériatrie et sociologue aux États-Unis. Et en fait, il a été aussi révisé, ce questionnaire, pour s'inscrire dans les manuels en fait, de psychiatrie tels que le DSM-5 ou la CIM-11. Voilà. Moi, je vous ai dit ça, vous devez vous dire, c'est très scientifique. Alors, très concrètement, le deuil prolongé, c'est effectivement évaluer l'impact du deuil sur une personne au bout d'un an, quand elle montre des signes, j'allais dire, répétés de souffrance. Alors, on a très peu de recul, très peu de cas, mais effectivement, lorsqu'on se retrouve face à des personnes qui vivent un deuil prolongé, nos psychologues, nos accompagnateurs, estime que là, il faut effectivement avoir un accompagnement thérapeutique. Et qui dit accompagnement thérapeutique, c'est être accompagné par un psychiatre et que cet accompagnement soit qui est à côté un accompagnement médicamenteux. Voilà, là, on rentre dans une pathologie. Le deuil, à l'origine, ce n'est pas une pathologie. On pense que c'est une pathologie, mais ça peut le devenir. Et la question du deuil prolongé, effectivement, là, on rentre dans la question pathologique. Voilà. On réfléchit à mener une étude sur la question du deuil prolongé, une étude plus poussée, quand on aura plus de recul et avec une analyse de cas cliniques plus développée. Merci beaucoup. Et puis, alors, si vous avez des questions sur le PG13, Patrick se fera un plaisir de vous développer tout ça. Merci, Luc. Alors, Muriel, l'étude montre aussi que les pompes funèbres sont le principal soutien dans les organismes professionnels. Vous en avez conscience dans votre quotidien ? Oui, effectivement, nous sommes le soutien, et vous le savez tous, à toute heure, 365 jours par an. Nous sommes, et à ce moment-là, nous proposons une oreille, un accompagnement, des services et des conseils. Et on constate à travers l'étude que les familles ont un réel besoin. Que comme je l'ai dit précédemment, les obsèques, elles sont posées, elles sont mesurables et quantifiables sur un instant T. Sauf que le deuil, il n'est pas quantifiable, il n'est pas mesurable, il est personnel. L'étude, elle le met bien en avant. Le deuil s'inscrit dans la durée. Au-delà des obsèques, en tant que professionnels, on offre tous une continuité dans l'entretien des sépultures, dans la prévoyance ou simplement une oreille et une présence. Malgré cela, on se rend compte qu'il y a un réel besoin sur le deuil prolongé, sur l'accompagnement. Et on peut offrir d'autres services aux familles qui sont en attente de repères. Comme chez une nouveauté présentée au salon en 2025, la société Funebox, qui propose des coffrets pour accompagner les familles et les pompes funèbres le jour des obsèques, mais aussi sur l'accompagnement d'après et le travail du deuil prolongé. Ces 3 coffrets qui sont effectivement composés de gestes et de symboles pour la cérémonie
mais aussi pour le souvenir et la mémoire. J'en ai un présent ici avec moi, mais je vous invite, si vous voulez les découvrir, à vous rendre sur les sites d'Arche Diffusion, Canopée, Mafre et Imagine, qui sont partenaires de ces coffrets. Donc ils sont présentés en avant-première en 2025 sur le salon, mais la distribution n'aura que lieu en mars 2026. Merci. Merci. Donc ça nous fait 2 rendez-vous. Il y a le livre blanc et le coffret. Voilà. Et Sylvestre, j'avais une dernière question. En quoi les arts funéraires peuvent apporter du soutien aux personnes en deuil ? Tout d'abord, les arts funéraires, il faut les comprendre dans leur actualité, leur modernité, leur diversité, leur richesse. C'est ce que proposent les allées du salon et les nombreux stands que nous avons. Ils sont multiples. Les arts funéraires, ils ont toujours évolué avec la société pour accompagner justement tranquillement, sur un rythme lent, on va dire un rythme de sénateur, sans précipitation, mais accompagner les usages et les modifications. Et les arts funéraires, depuis de nombreuses années, ils ont cette évolution et cette force de proposition d'aller vers des solutions matérielles, rituelles. Ce coffret en est justement une des démonstrations, mais aussi dans l'accompagnement des services digitaux, et on en parlait aussi, bien évidemment, ces offres sont en cours, se développent, et cette modernité, c'est celle de notre filière tout entière. Ok, merci. Alors ça va être à vous si vous avez des questions, mais avant, je vais vous faire une petite page de publicité. Parce que juste après, à midi, nous organisons avec le réseau Les Morts la remise des prix universitaires. C'est-à-dire qu'on a décidé de primer des étudiants en master ou en thèse qui ont sorti des travaux autour des rites funéraires. Et ça continue un peu dans l'esprit qu'on a de travailler aussi avec les scientifiques. Donc on a travaillé avec le CREDOC et on travaille avec ces jeunes chercheurs. Et ces 3 lauréates en plus, vous voyez, on est vraiment dans l'inclusion. Et c'est très passionnant. Donc si vous voulez rester à midi, vous êtes les bienvenus pour cette remise de prix. Et donc je vais faire le tour de la table. Est-ce qu'il y a déjà une première question ? Non, c'était clair ? Non, il va y avoir une question ? Oui. C'était pas forcément une question sur ce que vous avez évoqué, mais plus sur un nouveau mode qui vient notamment des pays plutôt nord-américains, Amérique, Canada, et je crois aussi anglo-saxons, la certification de Tanadula, qui pour l'instant en France n'est pas encore reconnue. Je crois que c'est juste une certification, je ne sais même pas si ça se terme-là. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas, qu'il n'y a aucune formation, par exemple chez Nova ou autre en France. Qu'en pensez-vous de cet accompagnement avant le décès, et puis justement après, qui pourrait compléter la formation qu'on a nous dans les pompes funèbres? On est là présent, comme vous le disiez, pendant, mais hélas pas après, pas avant, et je pense que ce serait un réel plus pour le monde du funéraire que de développer cette formation de Tanadula. Pourquoi elle n'est pas reconnue? Va-t-elle le devenir? Voilà, est-ce que vous avez des pistes sur ce point-là? Merci beaucoup. Qui veut répondre? Je veux bien dire un mot sur le sujet. Alors, je ne maîtrise pas forcément tous les projets qu'il y a sur la formation, mais moi, ma vision des Tanadula, ma vision des accompagnants au deuil, c'est que ce sont un peu des précurseurs. Ils font le lien entre des attentes des familles qui sont aujourd'hui différentes, plus importantes, et on voit qu'il y a des besoins, il y a toutes des situations personnelles complexes qu'une bonne gestion du deuil permet de déminer en avance, à condition effectivement de s'y prendre à temps et de programmer les choses et d'avoir le bon professionnel. On sait que dans la diversité des professionnels funéraires, il y a des gens qui vont très loin, il y a des gens qui réfléchissent, j'en ai une à côté de moi, et il y a des gens qui réfléchissent peut-être un petit peu moins et qui sont moins précurseurs et plus dans les habitudes. En tout cas, je trouve parfaitement positif que que les lignes bougent et qu'on ait ces nouvelles professions qui arrivent. Alors, il y a des difficultés, leur équilibre économique, leur manière de s'intercaler dans la relation entre le pompe funèbre et la famille doit trouver sa place. Mais pour moi, on est vraiment sur des métiers qui sont précurseurs et qui sont tellement indispensables et très vite indispensables. Mais Muriel peut avoir un mot là-dessus aussi. On est effectivement un métier de service.
dans l'accompagnement, dans des moments de vie qui ne sont pas simples, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, le détail compte dans notre métier de service. Nos véhicules doivent être propres, les costumes, et on doit partir avec une équipe aussi qui présente et qui va rendre hommage aux défunts partis. Le maître de cérémonie a un rôle important. Pour moi, c'est le chef d'orchestre du convoi. Il doit être là pour organiser, pour être le maître du temps, pour driver. C'est pas donné à tout le monde que de prendre la parole effectivement en public, que de parler du deuil. Maintenant, effectivement, des formations existent pour aller plus loin et des outils qui se développent aussi pour accompagner les familles sur ce moment d'obsèques et sur le deuil prolongé. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ah, je suis jamais du bon côté. Hein. Alors, bonjour à tous. Moi, je n'ai pas vraiment de questions. J'ai plutôt une petite réflexion à faire concernant le deuil prolongé. Je peux peut-être éventuellement apporter un élément de réponse. D'après le médecin, psychologue et psychanalyste Christophe Fauré, que je suis en train de lire en ce moment, il parle de ce deuil prolongé justement et il explique que les personnes qui sont dans ce deuil prolongé, en fait, elles ne veulent pas en sortir. C'est une volonté, en fait. Parce que quand on perd quelqu'un, on a besoin de le faire revivre encore, encore et encore. Et c'est certainement pour cette raison-là que les gens, même si ils ne le savent pas forcément tous au fond d'eux, mais ils ne veulent pas que ça s'arrête, en fait. Voilà. Donc, après, pour apporter une petite... éventuellement une idée, ce serait peut-être de s'attarder sur l'acceptation de ce deuil, de travailler sur l'acceptation avec les personnes qui sont dans cette douloureuse expérience. C'est éventuellement pourquoi ne pas créer, tout comme pour les alcooliques anonymes par exemple, des groupes pour permettre justement à ces gens de s'exprimer, de verbaliser leur douleur et de leur permettre de se sentir mieux avec le temps. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Je pense, et votre réflexion en apporte une autre, que ça correspond aussi à notre société actuelle dans laquelle le deuil est invisible, inaudible, non partagé. Et tant qu'on n'aura pas levé ce tabou, et le tabou, celui-là, il n'y a pas de tabou de la mort. Enfin, moi, ce que je disais encore hier soir, le tabou, c'est le deuil, qui est tellement intime qu'on a du mal à le verbaliser. Et le jour où on aura libéré la parole sur le deuil et qu'elle sera plus facile à s'exprimer dans la société, on aura permis effectivement, on a rouvert des portes pour des solutions, oui. Quelqu'un d'autre? Non, c'est bon? Bon, j'ai une question là. Non, moi, c'était pas une question, c'était un petit complément par rapport à ce qu'on vient d'entendre. En effet, moi, j'ai lu ce livre, je pense qu'on est pas mal à l'avoir lu, qui est passionnant. Je vous invite tous à lire si c'est pas le cas. Non, c'est sur le deuil prolongé. Je veux juste amener une petite précision. Les gens ne choisissent évidemment pas de rester dans un deuil prolongé. Je pense que c'est sûrement une façon de... mais en revanche, ils ont ce besoin de rester en lien. Et ils ont ce côté conflit de loyauté. Si je ne souffre pas, si je ne galère pas pendant des années, que ma vie n'est pas toute pourrie, alors j'abandonne le défunt parti. Donc il y a tout un enjeu de transformer ce lien et oui, qui ne sera plus avec l'enveloppe corporelle, physique, etc. Je voulais juste apporter cette précision. Je ne sais pas si c'était... Si je peux réagir sur ce que vous venez de dire par rapport à la question du lien, ça me semble fondamental, puisqu'une des caractéristiques en fait, de la question du deuil, c'est la question du lien et de la perte du lien. Alors après, est-ce qu'on choisit de rester dans un deuil prolongé ou pas? En fait, je pense qu'on fait vivre et on porte dans nos mémoires, en nous, les personnes endeuillées. Et effectivement, certains disent qu'on ne fait jamais son deuil. Et la question est de savoir quand est-ce que ça nous empêche de vivre, c'est-à-dire quand est-ce que la question de la perte du deuil nous empêche de vivre est problématique. Et là, on rentre dans une question pathologique. Merci en tout cas. J'ai noté.
Merci. Bonjour. Déjà, merci pour ce débat et cette présentation, toutes les réponses que vous avez apportées. Moi, j'aimerais poser une autre question qui est un peu en lien avec tout ce qu'on a dit et à l'enquête, bien sûr. Est-ce que au niveau du syndicat ou au niveau des pompes funèbres, suite justement à cette enquête, vous avez déjà commencé à réfléchir à comment apporter une solution justement à cet accompagnement, parce que vous accompagnez vraiment sur le moment en fait, donc au niveau de la cérémonie, donc c'est à peu près 3-5 jours en fait que vous accompagnez. Mais justement, si ce deuil va jusqu'à 5 ans, comme on peut le voir, est-ce que vous avez commencé à travailler, à réfléchir, puisque comme on a pu voir aussi, c'est le premier... les gens parlent avec leur famille, mais le premier professionnel à qui on pense, c'est les pompes funèbres. Est-ce que vous avez commencé à travailler, à chercher des solutions pour accompagner dans le après, justement, ces personnes, en fait, pour mieux, ou est-ce que vous avez commencé à changer peut-être la cérémonie, à l'améliorer pour qu'ils acceptent encore mieux, en fait, justement, ce mot acceptation, justement, dans le deuil? C'est ce que je disais tout à l'heure, que les familles soient acteurs de leurs obsèques, acteurs de ce temps d'hommage. Et effectivement, d'y trouver là, eux, leur investissement, d'y trouver, eux, cette personnalisation et ce début de deuil. Après, voilà, il est personnel, il se vit pour chacun plus ou moins long et de façon différente, mais les intégrer dans ces moments-là leur permet... effectivement déjà de commencer à enclencher des étapes. Voilà, une question, les mains se lèvent sans sollicitation, c'est super. Oui, bonjour. Merci pour l'étude passionnante. Moi, j'ai une société de service à la personne pour effectuer les démarches après un décès et soulager les proches du défunt pour qu'ils se consacrent à leur deuil. Et dans la dimension que j'ai pas vue dans l'étude, j'ai regardé l'étude longue rapidement, il y a un sujet que moi je constate et qui relève des neurosciences, c'est le traumatisme que constitue le deuil et son impact sur la capacité à agir et à réfléchir qui est réduite du fait de ce traumatisme, au moins temporairement. Et je le constate tout le temps. Donc est-ce que c'est un sujet que vous seriez intéressé de travailler pour compléter sur le volet vraiment neurosciences? Peut-être Monsieur Facchinetti a des choses à dire, j'ai l'impression. Merci. Alors, vous verrez en détail, en effet, l'étude, elle fait 200 ou 300 slides. On a des moments où on parle de ces éléments-là. On le parle, par exemple, dans un des slides, j'ai noté 10 dimensions qui étaient des dimensions qui étaient constitutives du deuil prolongé. Il y en a une qui se rapproche de cette dimension-là. Dans le travail aussi, quand on dit on est moins réactif, on a plus de difficultés à se projeter. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui tournent autour. On a des questions qu'on peut peut-être retravailler, repenser la prochaine fois qu'on fera l'enquête autour de ça. Mais en tout cas, je partage votre avis. Il y a quelque chose qui se passe autour de la capacité cognitive qu'on peut avoir sur le moment, mais aussi pour les personnes qui continuent leur deuil de façon prolongée sur la durée. Peut-être pour compléter sur le sujet, on voit dans l'étude qu'il y a une corrélation entre, par exemple, la question du deuil et l'impact du deuil dans le milieu du travail et l'épuisement au travail. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes endeuillées, c'est démontré en fait qu'elles s'épuisent au travail. Donc il y a un certain nombre de données effectivement dans cette étude qui est foisonnante, mais sur le sujet. Oui, une question? Non, dernier appel. Ah, in extremis. Bonjour, c'est plutôt un témoignage aussi. Voilà, j'ai vécu le deuil personnellement, donc ça a entamé une reconversion pro.
pour être funéral planner, parce que voilà, j'ai été perdue moi dans les moments de fin de vie, obsèques, et puis le et après, on a parlé des papiers, on a parlé, donc j'aurais aimé avoir une tanadoula pour gérer les fins de deuil, quelqu'un qui s'occupe des papiers, voilà, donc j'ai lancé une activité de funéral planner. Et je voulais savoir, parce que je n'ai pas lu l'intégralité de l'étude, si vous avez pris en compte aussi ces nouvelles professions, comme l'a évoqué monsieur pour les tanadoulas, et ce métier qui coordonne en fait tout ça et qui prépare au deuil. Parce que j'anticipe avec les familles, bien en amont. Voilà, j'étais bénévole en soins palliatifs, ça m'a aidé. Voilà, donc j'ai conçu un petit outil pour les aider à avoir les bons réflexes le jour où ça va se produire. Et on prépare ça. Voilà, donc ils acceptent déjà que la personne va partir. Bon, après, il y a l'histoire du déni. Ces personnes-là ne vont pas se rapprocher de nous. Mais ensuite, on les accompagne étape par étape, via la pompe funèbre aussi. Et on essaye d'anticiper et de les conseiller au mieux pour éviter les petits traumas, les contrariétés, les tracas, les disputes familiales et tout et tout. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, c'est un métier aussi qui pourrait être intégré dans les consciences. Voilà, c'est un sujet tabou, un métier méconnu, mais qui peut vraiment aider. Merci. Qui répond? Peut-être quelques éléments. Ce qu'on voit dans l'étude, c'est que, en effet, lorsque on a accompagné la personne en étant aidant, lorsqu'il y a eu une longue maladie, en fait, le deuil est plus compliqué, prend plus de temps. Et donc là, votre rôle de funéraire planeur, il prend tout son sens. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a étonné parce que je me disais, il y a peut-être un moment où on va se préparer, même avant le décès, à l'arrivée du décès. Mais se préparer à l'arrivée du décès, ça ne veut pas dire réussir à mieux se reprojeter après dans sa vie. Et donc là, en effet, il y a sans doute un besoin plus important qu'on fait apparaître dans cette étude d'accompagnement. Et peut-être que dans une étude ultérieure, on pourra faire un comparatif des résultats du vécu du deuil entre les gens qui ont été accompagnés en amont par un funeral planner et les accompagnants du deuil qui anticipent et les autres, hein, effectivement, et peut-être, et j'espère, avoir des résultats pour montrer toute la pertinence de ces accompagnements. Bonjour Monsieur Jacob, je représente la Fédération française des artisans fleuristes. Merci Président pour votre invitation. Ma question tout naturellement porte sur la fleur coupée, sur les plantes, sur le végétal en général. Quelle place pour ce symbole qui est la fleur coupée, fraîche, dans le deuil? Quelle place et surtout quel avenir? On a 3 heures pour... alors, dans l'enquête, on n'était pas centré sur le moment des obsèques, ni sur, je dirais, comment on se comporte pour entretenir le souvenir. Donc, je n'ai pas de réponse dans cette enquête sur cette donnée-là. On a par contre d'autres études qu'on réalise pour le syndicat de l'art funéraire, dans lesquelles on aborde les différents marchés, les différents produits et services qui peuvent exister et l'importance que chacun y accorde. Donc je vous renvoie, elles sont aussi sur le site du SAF, donc je vous renvoie plutôt sur ces études pour ces résultats. La fleur n'en demeure pas moins aujourd'hui un moyen d'expression rituel largement accepté lors des obsèques et permet, enfin moi j'admire l'agence de publicité qui a créé ce slogan, dites-le avec des fleurs. Toutes circonstances, la fleur peut exprimer quelque chose. Et moi, je suis toujours très peiné quand je vois un avis d'obsèques qui se termine par ni fleur ni plaque. Parce que chaque fois, je vis ça comme l'interdiction faite à certaines personnes de pouvoir s'exprimer et s'associer au deuil. Et ils n'auraient su le faire qu'à travers des fleurs qui sont un très beau symbole, et les empêcher de s'exprimer à travers des fleurs, ils n'ont pas forcément d'autres moyens d'expression à leur portée. Ils ne sauraient certainement pas forcément aussi bien faire. Donc pour moi, la fleur est quand même capitale dans le panorama des outils de communication, des moyens d'expression des personnes endeuillées. D'ailleurs, ce qu'a dit Franck, toutes ces études, vous les retrouvez avec le QR code. J'ai vu encore 2 questions, ce seront les 2 dernières questions, parce qu'après, il faut qu'on prépare la remise des prix. Donc Madame et Monsieur là-bas.
Merci, je serai très rapide. Je voulais savoir si dans l'accompagnement du deuil, il y avait d'autres initiatives ou d'autres pays qui étaient très précurseurs, qui étaient meilleurs. On a parlé aussi tout à l'heure du deuil blanc de l'avant, donc quand la personne est là mais plus là, je crois que c'est encore pire presque que l'après. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays où ils sont très bons? Est-ce qu'il y a des choses à copier en Europe ou ailleurs? Alors, je vais vous faire une réponse très rapide pour rien vous cacher, je dois prendre un train. Donc, il y a le Canada, sur lequel, effectivement, ils sont assez précurseurs. Ils ont avancé sur différents types aussi d'accompagnement et le type du deuil. Par exemple, sur la question du deuil animalier, qui est un vrai sujet. Et le Canada est pionnier en la matière. Et je pourrais dire aussi l'Angleterre, qui a mis en place, et d'ailleurs, on réfléchit à savoir comment on pourrait s'en inspirer d'une véritable politique publique d'accompagnement et de santé au deuil. Voilà, donc spontanément, je vous livrerai ces deux pays. Donc la dernière question, parce qu'après, il faut qu'on prépare la remise des prix, mais nos intervenants sont à votre disposition si vous voulez les voir à la fin de la conférence. Monsieur. Bonjour à tous, je suis Monsieur Guizot, je viens du Gabon pour la Compagnie africaine de sépulture. Et je viens déjà vous remercier pour tout ce travail que vous avez abattu, parce que ça va faire vraiment avancer les choses. Alors, la culture que vous avez ici en Europe n'est pas forcément la même en Afrique. En Afrique, on est beaucoup plus dans la société. Donc notre deuil, c'est beaucoup plus en société. C'est-à-dire le regard que la société porte sur la personne endeuillée permet à cette personne-là d'en sortir ou d'en rester. Et c'est souvent très difficile parce que 80% des personnes en deuil sont stigmatisées par la société. Je vous prends mon cas. J'ai perdu mon père en 1995. Et donc, j'allais chez moi au village pour le deuil, pour les funérailles. Et quand j'arrive, la culture, c'est que quand tu perds quelqu'un, il faut obligatoirement pleurer. Ça dit même si tu n'as pas envie de pleurer, on va te dire de pleurer parce que ce serait comme si tu n'avais pas de sentiments pour la personne partie. Donc, c'est pour cela que je pense que vos études pourront nous aider, nous aussi, à mieux faire comprendre à la société que le deuil doit être d'abord personnalisé. Parce que la personne, c'est vrai, quand elle part de la société, elle arrive après chez elle seule à la maison et elle le vit difficilement. Elle commence à revoir un peu tout ce qu'elle a vécu avec la personne partie. Et donc, je suis vraiment d'accord et je voulais vraiment vous remercier pour ce travail. Et la dernière question, c'est comment se procurer ces études. Merci beaucoup. Alors pour se procurer les études, je vous renvoie vers, Luc a cité tout à l'heure le site d'Empreinte, le site du Crédoc et le site du SAF, saf.fr, mais vous avez accès sur le site du SAF notamment à l'étude qui vous a été présentée et qui fait 180 pages, 200 pages, je ne sais plus, mais vraiment qui est très riche. Mais vous avez accès également à toutes les autres études commanditées par le syndicat de l'art funéraire sur une enquête qui a lieu tous les 5 ans qui s'appelle Les Français, les obsèques et qui est tenue depuis plus de 20 ans maintenant et qui documente bien les évolutions des attentes et du vécu des obsèques par les Français et de leur visite au cimetière. Vous avez accès à une enquête réalisée l'an dernier sur l'empreinte carbone des obsèques depuis la prise en charge du défunt jusqu'à la fin de la dernière cérémonie pour documenter le versant écologique et consommation carbone des obsèques et même notre dernière enquête sur l'appréciation du cimetière par les Français et les usages du cimetière aujourd'hui. Mais votre réflexion va nous permettre de clôturer en synthèse cette table ronde. Effectivement, le deuil, il est universel. Il existe dans toutes les sociétés et partout dans tous les pays.
Mais le rite, lui, il est effectivement très culturel et il dépend de chaque société. Et même dans chaque société, il va dépendre d'une région, il va dépendre d'un canton, il va se vivre différemment dans les différentes parties de notre pays. Ces rites, ils ont été façonnés par l'histoire, par la culture, par les religions, par tout un tas d'influences, dont l'influence aussi des professionnels du funéraire. Il a une diversité très très large. Regardez un pays voisin et très proche qui est l'Allemagne. Les obsèques, les cérémonies se tiennent plusieurs semaines ensuite, après le décès, autour de l'urne, alors que nous, on est dans un temps très court autour du cercueil. Il y a une diversité culturelle qui est phénoménale et qui montre que vraiment, c'est à chaque société de s'approprier et de faire des efforts pour faire évoluer nos pratiques autour du deuil. Voilà, c'est le moment de vous remercier à tous pour ces questions nombreuses. C'est peut-être ce que tu voulais faire, Luc. Je vais juste vous rappeler que toutes ces études, le QR code qui est sur votre page du plan, la page SAF, vous avez toutes les études via le QR code. Eh bien, merci à tous. Et puis, je vous rappelle, à midi, la remise des prix universitaires, si ça vous intéresse. Et vous pouvez voir nos intervenants, sauf Patrick qui court prendre son train. Voilà, merci à vous.